Et c'est parti, on se retrouve pour une petite improvisation, une petite vidéo, toujours hors série, pronostic playoff, qui sera champion, débrief de série. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler. Alors, je ne sais pas si c'est elle. Oui, c'est cette série. Je ne me souvenais plus du nom de mes fichiers. Golden State Warriors contre Los Angeles Lakers. Une série qui a été dominée par les Lakers. Elle s'est terminée en 6 matchs, 4 victoires contre 2 défaites, avec une domination globalement assez prononcée de la part des Angelinos, tout simplement, et quelques lacunes offensives et un système Steve Kerr qui se reposait beaucoup trop sur l'adresse à 3 points et puis sur son franchise player Stephen Curry, ce qui s'est soldé par une défaite. La première défaite depuis l'arrivée de Steve Kerr au head coaching depuis 2015, je crois, donc hors des finales, parce qu'effectivement les Warriors ont perdu 2 fois en finale, une fois contre les Raptors en 2019 et face à LeBron James en 2016, mais c'est la seule série qu'ils avaient perdue en playoff depuis maintenant 8 ou 9 ans. Ce qui est incroyable, comme très sincèrement, c'est incroyable comme stat, parce que ça montre vraiment la domination et, euh, et la qualité de jeu que nous ont proposé les Warriors depuis maintenant 8-9 ans. Alors effectivement, ils ont été absents 2 fois des playoffs, 2020 et 2021. Euh, mais ça ne leur a pas empêché de faire 6 ou 7 campagnes de playoffs absolument monumentales. Et même celle-ci était très 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 belle en battant les Kings en 7. Alors moi je sais que j'avais pronostiqué les Kings en 6 voire en 5 parce que je les pensais plus dominants, puis j'ai fait de toute façon un débrief sur la série dans un précédent podcast où je suis effectivement tombé sur certains cadres des Kings, notamment Kevin Huerter ou notre ami Domantas Sabonis. Mais les Warriors ont montré beaucoup de qualité de jeu malgré leur âge et leur roster vieillissant. Et même Steve Kerr avait prouvé que c'était toujours un coach all-time qui ne s'était jamais reposé que sur la qualité de son meneur et des stars qui avaient joué chez lui. Ceci étant dit, ils se sont cassés les dents face aux Lakers dans cette semi-finale de conférence à l'Ouest. Et pour le coup, malgré quand même un petit peu de combativité sur certains matchs où on a vu que quand les Warriors déroulaient et jouaient leur jeu et arrivaient à piéger l'adversaire, malgré une équipe avec une très bonne défense et un bon roster, ils étaient toujours aussi dominants, malheureusement. J'irai pas jusqu'à dire que Darvin Ham a outcoach notre ami Steve Kerr, parce que je l'ai vu, Lakers France sur Twitter, c'est un petit peu emballé. D'ailleurs, ça grouille un petit peu. On voit que la fanbase des Lakers est complètement écervelée, mais bon, ça fait un moment qu'on le savait déjà. Je fais partie des fans des Lakers, mais je ne m'associe pas du tout à la fanbase des Lakers, parce qu'ils sont souvent très délusionnels et absolument agressifs. Enfin, c'est des clébards, ça aboie, hein, c'est abominable, faut pas les écouter. Mais bref, on va débriefer cette série, on va passer sur l'overlay NBA. Paf, oh là là, c'est magnifique. Je vais peut-être enlever le logo qui tourne, voilà. Mais cette série des Lakers Warriors, bah, c'était une série très très attendue. On a vu que même ça a généré énormément d'audience, parce que c'est mais vraiment deux énormes fanbases, hein, côté de la baie d'Oakland, donc San Francisco, et puis la Californie du Sud avec Los Angeles. C'est depuis ces dernières années. Alors, les Lakers ont toujours une énorme fanbase, parce que voilà, c'est très populaire. Los Angeles, la ville, c'est fancy. Les stars qui ont joué, etc. Les titres, Kobe, LeBron, Shaq, bref, j'en passe. Et puis les Warriors, depuis l'arrivée de Stephen Curry, c'est devenu un énorme marché. Le fait qu'ils aient gagné 4 titres en 6 finales, qu'ils aient dominé l'Ouest pendant des années, ça a vraiment mis Golden State sur la carte, qui était une franchise je dirais pas en fin de vie, mais voilà, il y a eu l'époque We Believe avec Baron Davis et Monta Ellis, etc., où ça a donné un petit peu de peps, mais c'est vrai que c'était pas une franchise qui a marqué euh, au cours des 20 dernières années la NBA. C'était une très bonne franchise, mais sans plus, avec tout mon respect pour les fans des Warriors. Et puis ça a vraiment popé avec l'émergence de je pense, le plus grand légitime Big Three de l'histoire de l'NBA, qui s'est construit par la draft et qui a vraiment été dominant. Malgré l'arrivée de KD, ils ont quand même été très dominants sur 2 ans, et ils auraient pu continuer à l'être les années qui suivaient. Mais euh, voilà, c'était un affrontement médiatique qui a d'ailleurs un petit peu saoulé les fans de NBA, en tout cas les fans FR, parce que voilà, c'est deux fanbases un petit peu horripilantes, on va dire. Mais ça a fait du chiffre, ça a généré des vues, du watch time, etc. Et du spectacle. On a vu énormément de stars qui étaient présents sur les courtside, même les statistiques de vues, ça a été assez incroyable. Alors que c'était une semi-finale de conf, et c'est ce qui a apporté beaucoup d'attention, alors qu'il y avait des affiches un petit peu plus intéressantes. Aparté terminé.
Une série assez particulière dans le sens où c'est bah, 2 upsets au premier tour. Les Warriors gagnent face au troisième seed de l'Ouest, les Kings, et les Lakers gagnent face au deuxième seed de l'Ouest, les Grizzlies. Donc c'est le 6 et le 7e qui s'affrontent, je crois que c'est une première. Il y a eu toujours beaucoup d'upsets dans l'histoire des playoffs de la NBA, notamment We Believe, par exemple, on en parlait, les Warriors des années 2010. On a eu de la grit and grind, etc. On a eu le Heat qui a fait ça plusieurs fois. Mais là, c'était un peu particulier. Deux franchises en rythme. Les Lakers qui ont réussi à se refaire la cerise depuis la trade deadline, alors ça en énerve beaucoup et je comprends parce que c'est un petit peu louche cette affaire. À mon avis, il y a eu des pots de vin et des petites valises remplies de cash qui se sont passées sous la table, mais bref. Mais des Lakers qui se retrouvent en rythme, qui gagnent face au deuxième seed, qui se prouvent et qui prouvent à la NBA que bah, en fait, AD c'est un top 3 joueur de la NBA. Très sincèrement, hein, je n'ai pas peur de cette take. Et, euh, et d'un autre côté, on voit que les Warriors en fait ne sont pas morts, ne sont absolument pas finis, que ça domine, que ça déroule, que c'est une équipe monumentale et que Steph Curry, s'il a envie de mettre 50 points dans le Game 7, il met 50 points dans le Game 7. De'Aaron Fox et Malik Monk ou pas, il s'en bat les couilles. Donc on arrive dans cette série. Les bookmakers avaient vraiment donné l'avantage aux Warriors, donc je crois que les cotes, Trash Talk en parle mieux, mais parce qu'ils sont en partenariat avec Parion Sport, mais les cotes les plus probables c'était les Warriors en 5, les Warriors en 6, les Warriors en 7, mais les Lakers n'étaient pas pronostiqués favoris. Je me souviens même, j'ai eu une engueulade avec Enzo où je lui disais bah frérot, t'es complètement délusionnel parce que je pense que les Lakers vont mettre une drill aux Warriors, très sincèrement. Au-delà du fait que je sois fan, je ne voyais pas les Warriors trouver les réponses dans la raquette face à Anthony Davis parce qu'ils n'avaient pas eu de réponse dans la raquette. Ils avaient pu dérouler leur jeu small ball et piéger les Kings qui avaient peu d'expérience en playoff en les forçant à finalement courir parce que c'était deux équipes qui couraient beaucoup. Hein. Gros space, qualité offensive énorme, ça prend beaucoup de tirs, il y a beaucoup de déchets techniques, des sélections de tirs parfois un petit peu douteuses et les Warriors sont meilleurs à ce jeu-là parce qu'ils ont plus d'expérience et que c'est le style originel du small ball. Alors que les Kings, pas forcément, et c'est ce qui avait pêché, tout simplement. Et j'avais clairement dit que je pense pas que les Lakers allaient tomber dans ce piège-là. Alors ils sont tombés 2 fois. Les 2 défaites qui se prennent, c'est parce qu'ils sont tombés 2 fois dans ce piège du small ball. On court, on n'arrive plus à défendre sur demi-terrain, on n'arrive plus à cadrer, etc. Et on se fait rapidement submerger parce que quand ça rentre du côté Warriors, ça rentre. Hein. Je veux dire, on te met 3 points d'affilée, on l'a vu dans le Game 1. Donc ici, les Lakers avaient une avance de 14 points, je crois, à 3 minutes de la fin. Les mecs, ils ont dit, attendez, on va mettre 4 ou 5 3 points d'affilée, puis on va revenir à -2. Et puis, en fait, on peut vous mettre en overtime si Jordan Poole met ce tir à 12 mètres. Voilà. Donc ça, c'est le style des Warriors. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur toute la série. Et là, on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui a fait gagner les Lakers. Donc là, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai beaucoup parlé pour rien, mais ça a été une série, je pense, relativement à sens unique. Il y a eu 2 matchs serrés, et encore, je dirais même un seul, parce que le Game 1, à 3 minutes de la fin, si je vous mets le récap, j'espère que ça va pas me lancer la vidéo. Non, let's go. Si je vous mets le play-by-play dans le 4e quart, globalement, si je remonte, je redescends. Voilà, là, ils font leur run, mais globalement, voilà. On arrive à 6 minutes de la fin, il y a plus 14. Les Lakers, ils mettent une drill aux Warriors, on n'a rien à foutre. C'est. On pose les couilles sur la table, il reste 6 minutes, on vous met plus 14. Mais sauf qu'en fait, les mecs, ils sont pas d'accord. Donc ça va partir sur du drive N1, ça va partir sur du pull-up jumper à mi-distance, ça va partir sur vas-y que je te mets un lay-up. Donc Green fait tout, hein. Ça va partir sur vas-y viens que je te mets un 3 points, et puis vas-y viens que je te remette un lay-up, et puis vas-y viens que je te remette un 3 points, je crois, quelque part par là. Non. Si, 3 points là, voilà. Ridicule. C'est ça. Voilà. En l'espace de 4 minutes, ils comblent une avance de 14 points. Mais si les Lakers avaient mieux joué, et ça s'est vu, ils ont parlé en conférence de presse après, les Lakers ont clairement dit bah, on a pris l'eau et on s'est fait piéger. Et on aurait juste dû poser une défense, distribuer la balle à AD, jouer simple, jouer notre jeu et gratter des 2 points plutôt que vouloir tirer à 3 points, comme on peut le voir là. Ah non, ça c'est un putback, pardon. Mais et plutôt que d'essayer de rentrer dans le jeu et de paniquer, essayer de tout de suite répondre par des shoots à 3 points première intention à 9 mètres.
Mais ça, c'est le jeu des Warriors, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est piéger et forcer l'adversaire à paniquer. Putain, ils sont à -6, ils ont mis 2-3 points, il faut qu'on en mette un pour revenir à +9. Et en fait, tu loupes et la prochaine possession, eux, ils la loupent pas parce qu'il y a des écrans illégaux à gogo. Mais bon, voilà. Et puis t'as Klay Thompson qui est dans le corner à 0, il t'en remet une troisième, t'es à -3, et là tu stresses, tu transpires, et eux, ils sont tout contents. C'est le jeu des Warriors, c'est comme ça. Mais globalement, ce match-là, c'était pas censé du tout être une close-out win, hein, parce qu'à la fin, voilà, on a un pull-up de Jordan Poole, enfin on a un shoot à 3 points de Jordan Poole qui n'est pas un mauvais shoot. Je crois que j'en avais déjà parlé dans le précédent podcast, mais globalement, c'était un bon tir. Mais les Lakers gagnent, quand même en dominant le match, hein, si on fait un game recap. Euh, on a des gros stats, voilà. On a LeBron, AD qui sont là. AD qui fait un match 30, 23, 5, 4. Il fait un ballon perdu, 2 fautes. Que dire avec un backcourt qui, je trouve, a été vraiment au rendez-vous sur cette série. Pas au niveau de celui des Warriors, et encore Klay Thompson est à discuter. Mais vraiment un très très bon travail. Un Dennis Schroeder qui dans la série a été très bon. Un Rui Hachimura qui dans un registre un petit peu plus intermédiaire, moins tranchant que face aux Grizzlies, arrive quand même à apporter sa contribution en sortie de banc et à offrir un petit peu de répit, notamment en rentrant 11 à 12 minutes à LeBron James, ce qui est plutôt cool. Et en face, ça joue bien. En face, les premiers matchs, voilà, on a ça. Ils sont à 21 sur 53. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que globalement, les Warriors, ils vont prendre 15 à 20 tirs de plus que les Lakers. Là, 92 tirs, 106. Ils ont 14 tirs de plus. Et ils prennent le double de nos tirs à 3 points. C'est pour vous dire à quel point, genre, c'est... Pour moi, c'est ce qui a coûté, et c'est ça que j'ai pas forcément compris du côté de Steve Kerr, mais c'est que quand on regarde donc les shot charts, c'est-à-dire le récapitulatif de tous les tirs qui ont été pris, on voit vraiment deux styles différents. On voit vraiment un style qui est porté Golden State derrière l'arc, et un style un peu moins généreux derrière l'arc, parce que beaucoup moins d'adresse, hein, comme on peut le voir, les tirs des Lakers, il y a pas mal de bricasses, puis les systèmes ne sont pas faits pour, mais c'est surtout que ça va jouer à l'intérieur et ça va provoquer des fautes. Ça, on va y revenir sur la question des fautes, parce que j'ai eu l'impression que les fans découvraient en fait ce que c'était que le basket dans la raquette, et que ce que c'était que en fait de provoquer des fautes quand tu tapes dans le bras de quelqu'un qui monte au lay-up, c'est faute, c'est comme ça, faut arrêter de chouiner. Mais on va y revenir plus tard. Mais globalement, la série, pour moi, elle est un peu à sens unique dans le sens où il y a un match serré, c'est le match 4, qui va être gagné grâce à un Lonnie Walker game. Félicitations à lui. Hop là, je voulais pas cliquer sur ça. Mais sinon, après, c'est que des blowouts. Parce que ici, c'est censé être un blowout. Comme j'ai dit, c'est une win close, mais parce que les Lakers sont fucked up. Mais si vous voulez, on peut le compter comme un match close. Pour moi, il y a eu 2 matchs close, on va dire. Mais sinon, c'est du blowout sur blowout. C'est-à-dire que quand les équipes jouent leur jeu, on se rend compte à quel point elles sont dominantes dans leur registre, et que en face, si tu n'arrives pas à trouver des réponses ou des ajustements assez rapidement, et tu te prends une drill. C'est violent. C'est-à-dire que Game 2, les Warriors répondent, ils piègent les Lakers. Ajustement de Steve Kerr, Jamichael Green en poste 4, ça court, et je vais revenir un peu plus en détail sur ça après, mais les Warriors ont réussi à piéger à 2 reprises les Lakers sur les 2 matchs qui sont le match 2 et le match 5, donc les matchs à domicile, où ils ont réussi à faire des ajustements très très smart, en mettant des postes 3, voire 2 à des moments en poste 4 pour jouer ultra small ball avec un Draymond Green en 5 dans la raquette, comme ils ont l'habitude de faire. Et ça a toujours marché parce qu'ils ont gagné des titres avec. Pour en fait étirer les défenses, parce qu'Anthony Davis est un poste 4-5, très mobile, mais automatiquement, si tu mets des petits à l'extérieur et que tu forces même un Draymond Green à être à 0 degré, que tous les joueurs des Warriors sont derrière l'arc, et que le ballon circule et qu'il y a des écrans assez malins posés à 45 ou en tête de raquette pour faire des coupes, notamment avec des joueurs off-ball très bons comme Steph Curry ou Klay Thompson, ça va faire que automatiquement tu peux t'embrouiller sur des switches d'écran, et tu peux te retrouver à un moment laisser un joueur tout seul dans le corner qui va cutter dans ton dos, et un Draymond Green est suffisamment malin, ou un Steph Curry est suffisamment malin pour distribuer une passe assez maligne en fakeant un drive et en lui distribuant. C'est ce qui s'est passé avec Jamichael Green, c'est ce qui s'est passé avec Gary Payton qui a fait un bon match 4, 5 et 6, si je ne me trompe pas, où il a vraiment été très précieux dans ses cuts dans le dos finalement, ou en apportant vraiment beaucoup d'espace et en isolant un petit peu un AD qui se perdait un petit peu son intérêt dans la raquette, parce on a eu très peu de jeux dans la raquette de la part des Warriors, à part des coupes assez malines effectivement grâce à des systèmes Steve Kerr avec beaucoup de jeux off-ball et des écrans à gogo. Mais on a eu, en fait, Curry a été un petit peu malmené en début de série par Jared Vanderbilt,
qui s'est un petit peu mis sur le côté, je pense, parce qu'il était un peu esquinté et que finalement, Steph Curry, tu peux pas trop le maintenir. Hein. Tu te prends au minimum 25 points dans la soirée et t'es content quand t'en as que 25. Mais globalement, l'intérêt que AD avait, enfin AD a fait des défenses incroyables. Mais sur les matchs où les Lakers perdent, les Lakers ne défendent quasiment pas. Ils se perdent dans un jeu où ils n'arrivent plus à set up leur défense milieu de terrain. Ce qui fait qu'ils prennent rapidement l'eau, ce qui fait qu'ils se prennent des coups faciles dans le dos avec des 2 points en transition très très rapidement, ou des 3 points dans la gueule, en veux-tu, en voilà. Et ça, bah voilà, on voit l'ajustement. Donc là, globalement, alors le match 2 est rythmé par le fait que AD est abominable, 11 points à 7 rebonds, il est juste inexistant, avec l'ajustement effectivement de Kevin Looney qui va sortir du banc parce qu'il est malade, avec un Klay Thompson game juste irrespirable, et comme vous voyez, 21 sur 42, c'est une stat énorme pour une équipe à 3 points, c'est un 3 points sur 2, tu te le prends dans la gueule. Et ça, quand Andrew Wiggins, Jamal Green, Klay Thompson, Steph Curry, même le banc te met des 3 points dans la gueule, tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire, et ils ont été très 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 bons dans ce registre-là. On a eu un très bon Draymond Green qui est presque en triple-double, et on sait que quand Draymond Green est en triple-double et qu'il fait un bon match, en général, ça déroule en face. La preuve, 127 à 100. Les Lakers sont fantomatiques, et les Warriors n'ont pas eu à prendre tant de tirs que ça, parce qu'en fait, tout rentrait. Voilà. Tout rentrait. Les Lakers n'ont pas pu poser leur jeu, être menaçants dans la raquette, servir ready au poste. Donc ils n'ont pas provoqué beaucoup de lancers et ils n'ont pas réussi à mettre les Warriors et la défense des Warriors dans le foul trouble. Et on se dit, putain, l'ajustement de Steve Kerr est incroyable. Jamal Green, 15 points en 12 minutes. En sortie de banc, il apporte un petit peu de dynamisme, de vitesse, de pace, en fait, finalement. Et on se dit, waouh, l'ajustement de fou. La vérité, c'est que non, parce que Game 3, arrivé à Los Angeles, c'est encore un plus gros blowout. Parce que, et je l'avais dit, j'étais relativement serein. Je sais pas où en était la série quand j'ai fait le podcast précédent. Je crois qu'on était en 2-1. Ouais. Et même là, je me souviens avoir parlé avec Enzo et lui avoir dit, je sais pas, je suis serein par rapport à ça. Il y a eu un très bon ajustement de Steve Kerr. En se disant, on sort Kevin Looney parce que c'est un poste 5 un peu à la Dennis Rodman, petit, trapu, qui va chercher beaucoup de rebonds, mais finalement offensivement il apporte pas de menace, il apporte pas de verticalité. Le jeu des Warriors ne se base pas sur du alley-oop, mais plus sur de la coupe dans le dos, finalement, comme j'expliquais, avec des passes malines, où finalement ça va juste être un lay-up ou un push-up à 2 points, banal. Et Kevin Looney, en fait, il est là pour ramasser plein de rebonds, mais et offrir des secondes chances, mais finalement, comme on l'a vu dans le Game 1, ça marche pas tant que ça quand t'es bien défendu sur les lignes extérieures et que les défenses de mi-terrain des Lakers sont posées. Et on a vu un Darvin Ham relativement en confiance, avec le grand sourire. Même les Lakers, à la fin du troisième quart, c'est garbage time à la fin du Game 2. C'est 12 à 15 minutes de tu vas voir le banc des Lakers, tu vas voir Tristan Thompson mettre un dunk, tu vas voir Shaquille Harrison et compagnie, et Max Christie, et puis la mère de Rob Pelinka sur le terrain. Mais c'est tout. Et ça va être la même chose, mais dans l'autre sens, côté Game 3. Les Lakers vont répondre avec un plus gros blowout, où on va se retrouver avec des Warriors fantomatiques en termes de pourcentage. Voilà. 39% au field goal, 29% à 3 points, rien qui rentre. Curry est bien défendu. Klay Thompson fait un match correct, mais quand il est plus proche que les 3 points, il est pas du tout efficace. Jamal Green va servir absolument à rien parce que la défense des Lakers va s'ajuster, notamment avec l'arrivée de Lonnie Walker, déjà dans le match 3, et j'en avais parlé, où il avait fait un bon match, où il avait apporté du physique. La preuve, juste avant le match 4, j'avais dit que je pense que c'était un bon ajustement de le faire un peu plus rentrer pour apporter un peu de shoot à mi-distance et de drive. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match 4 ? Lonnie Walker game, 15 points dans le quatrième quart-temps, et il offre la victoire. Mais on reste sur le match 3, où on voit déjà Anthony Davis qui, quand il est dans son match, ça déroule, tout simplement. Il touche moins de ballons que le match précédent, sauf que il provoque des fautes. Ils vont mettre Draymond Green très rapidement dans le foul trouble. Et Draymond Green, 22 minutes, 2 points, moins 27 au plus-minus. Ça prend un rebond, ça fait 4 passes. Ça fait rien. C'est absolument pas proactif. Et les Warriors se transpercent dans une défense bien huilée des Lakers avec un pourcentage crado au lancer franc. Ça m'énerve un peu.
mais où malgré des matchs un petit peu fantomatiques offensivement de certains joueurs comme Austin Reeves, on se retrouve à avoir un très bon plus-minus parce qu'il y a énormément de discipline sur les défenses, sur les switches. Je parle notamment aussi pour Jared Vanderbilt qui joue peu mais qui se donne énormément grâce à ses longs segments pour essayer d'empêcher un petit peu Stephen Curry à prendre des pull-up jumpers assez easy dans un fauteuil, tu vois. Donc ça c'est un gros travail de l'ombre qui a été fait et même un LeBron James, je l'expliquais, qui offensivement reste tranquille la première mi-temps et quand il veut mettre les gaz et qu'il va les monter, driver et faire des N1, il en fait à gogo. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un blowout. Les Lakers ont amené les Warriors là où ils voulaient les amener, c'est-à-dire prendre des shoots difficiles, casse-croûte et miser sur le fait que ça va pas rentrer. Parce que même si tu as les 2 meilleurs shooters all-time, je pense, très sincèrement, dans ton équipe, les shoots difficiles avec une main dans la gueule, si t'en prends 4 d'affilée et que t'en mets 1 sur 4, t'es pas forcément en confiance. Et c'est ce qui va se passer, les Lakers vont dominer ce match, voilà, hein, c'est une branlée, tout simplement, 127-97, et on se retrouve au match 4. Match 4, très serré, je pense que c'est le match le plus intéressant de la série, parce qu'après le match 5 et le match 6, c'est 2 blowouts, voilà, plus 15 pour les Warriors, plus 21 pour les Lakers. Et la série était rythmée par des blowouts, hein, c'est blowout, réponse blowout, blowout, réponse blowout. Et match serré, c'est tout. Et les Lakers ont été meilleurs dans le money time, face aux Warriors, tout simplement. Ce qui fait que quand on regarde le match 4, qui pour moi est le match le plus intéressant, et on va parler de ce monsieur, hein, Lonnie Walker, automatiquement, je l'avais call, je suis relativement content. Mais on va se retrouver avec le même problème, c'est-à-dire que les Warriors vont offensivement, et c'est là où je reproche un petit peu à Steve Kerr, c'est que donc l'ajustement de Jamal Collery ne marche pas, la preuve, il joue 2 minutes dans le match 4, et ben on met Gary Payton. Et Gary Payton, très sincèrement, il a été précieux, sans déconner. Très précieux. Malgré une tentative de vomir sur le parquet, il a été là où il fallait, quand il fallait, à prendre des rebonds malins, à mettre des points faciles dans la raquette sur ce que je vous expliquais, des coupes dans le dos des défenseurs, parce que la défense est étirée, parce qu'il se fait oublier dans un corner à 0 degré, un drive, une coupe facile, pardon, et un backdoor, et hop, Draymond Green, tu me fais la balle, lay-up, 2 points faciles, et puis tu fais ça plusieurs fois. Et quand tu fais ça 5 fois dans le match, tu mets 10 points, et c'est 10 points faciles que tu peux avoir en transition sans forcer, sans te prendre la tête sur des systèmes offensifs compliqués, et tu fragilises la confiance et la défense des Lakers, et tu peux faire augmenter les tensions mentales, morales au sein de l'effectif adverse. Un match très très serré avec au pourcentage, ça va pas se ressentir parce qu'effectivement, c'est crado, 3 sur 14, Stephen Curry, et on l'a vu dans le Money Time, il a pris des tirs, mais casse-croûte, défendu notamment sur Anthony Davis, où il aurait pu plutôt utiliser ce mismatch, cet avantage de pace qu'il a sur Davis. Très bon défenseur, on l'a vu, hein, c'est pas un Rudy Gobert qui danse, c'est un défenseur, c'est le meilleur, hein, LeBron l'a dit, et je pense que plein de gens ont été d'accord avec ça, mais la possession qu'on a notamment dans le Money Time où il reste je crois 30 secondes et que AD n'a aucun problème à défendre sur Curry à 3 points et qu'il l'emmerde vraiment et qu'il l'empêche de prendre des tirs faciles, c'est incroyable. Mais Curry, fatigué, cramé, prend un tir qu'il a l'habitude de prendre, sauf que là il a plus de jus, il envoie une brique sur la planche, il en envoie une deuxième je crois la possession d'après. Non, je crois qu'il a une seconde chance parce qu'il y a un rebond malin de Greenwood Wiggins. Et il remet une brique. Ça ne lui empêche pas de faire un match monumental en triple-double, un 31, 14, 10 avec des interceptions, des rebonds offensifs, peu de ballons perdus. Enfin, je veux dire, c'est en 42 minutes perdre 2 ballons alors que je suppose qu'il a probablement non, ça c'est pour le temps et on verra pas. Mais il a probablement on verra peut-être l'using percentage. Voilà, il a 34% d'using percentage quand il est sur le terrain. Voilà, c'est pour vous dire. Mais un match gagné à la régulière, notamment avec Klay Thompson qui est absolument abominable. Klay Thompson aura fait 3 bons matchs, je dirais, et encore 2 bons matchs. Et après, il va disparaître. Et là, on va se retrouver avec un phénomène assez intéressant. C'est ce gars-là. C'est ce gars-là en fait qui va mettre une drill, tout simplement. C'est-à-dire que dans le dernier quart, je sais pas combien il y a de points. Il y a 27 points. Voilà, il va mettre presque autant de points que les Warriors dans le quatrième quart. Il va en mettre 15, les Warriors vont en mettre 17, tout simplement. Et il va être incroyable, il va tout rentrer, il va apporter ce jeu à mi-distance, un petit peu d'adresse à 3 points, des drives, son aspect physique en fait, et puis il va faire de la bonne défense extérieure. Il va combler un petit peu la série difficile que fait Rui Hachimura. Et il va même masquer une performance absolument dégueulasse de D'Angelo Russell sur le backcourt. D'ailleurs, je crois qu'il finit le match et que D'Lo n'est pas dans le 5 majeur. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je vois ça
dans le play-by-play, mais je crois que sur le terrain, quand il rentre, fais voir, est-ce qu'on voit... Ouais, c'est ça. Il y a ces trois gardes, c'est Walker, Schroeder et Reeves. Parce que D'Lo fait un match absolument abominable. Et là, on est sur les stats avancées. Et le bon ajustement de Darvin Ham, finalement, Darvin Ham va faire quelques ajustements assez smart. C'est pas non plus incroyable. C'est pour ça que je vais pas non plus branler Darvin Ham pour son travail. Pour moi, il a coaché correctement et il a fait ce qu'il fallait. Quand il le fallait, tout simplement, il a beaucoup fait jouer ses stars. Anthony Davis et LeBron James, je crois qu'ils sont à presque 40 minutes de moyenne sur la série. 38-40 minutes de moyenne, je pense. On a eu le droit à un gros Austin Reeves, très sincèrement, sur ce match-là. Et globalement, Austin Reeves fait une série absolument incroyable. Pour son niveau, pour le fait qu'il soit undrafted, qu'il arrive à rentrer dans le 5 majeur en fin de saison parce qu'il fait une belle performance post-trade deadline. Et le match est emballé grâce à un money time absolument géré de la part des Lakers. Toujours une adresse impeccable au lancer franc. 20 sur 20, c'est très très bon. Et ils emportent ce match, ils prennent un lead de 3-1 dans la série. Et puis bon, le match 5, je ne vais pas forcément en parler, puisqu'il est pas... Match 5 et 6 sont pas très intéressants, dans le sens où voilà, les Warriors vont être très très justes, très très bons, avec un gros Andrew Wiggins qui va apporter va faire beaucoup de bien aux Warriors, même un Draymond Green qui fait un match absolument impeccable, presque, non pas en triple double, je me suis trompé, c'est defensive rebound, mais voilà, où il va mettre des points faciles, où il va faire des drives malins, il va être juste. Gary Payton pareil, toujours dans un bon registre de cutter finalement, en faisant des backdoors, va être très juste, et le match va être plié assez rapidement. Voilà, le 5 majeur, tout le monde rentre des points. Klay Thompson est toujours aussi affreux, il arrive toujours pas à retrouver l'adresse, mais ça n'empêche pas les Warriors de gagner par 15, en mettant une bonne drill, je crois, dans le troisième quart, où même à la fin du deuxième quart-temps, ils arrivent à reprendre une grosse avance, je crois. Fais voir le box score là. Ouais, voilà, ils font un gros run, ils étaient à plus 4, et puis à la fin, ils arrivent à rajouter plus 12, et puis je crois que les Lakers font quand même un petit run où ils reviennent, et puis après les Warriors disent un nom, et remettent une vitesse, donc je crois qu'on peut le voir normalement dans le... Attendez. On peut pas... Normalement, on peut voir comment ça... La plus grande avance. J'ai 30 ans. Voilà. Voilà, globalement, les Warriors vont prendre le large, ils vont maintenir une avance à plus de 15 points. Mais alors j'ai vu ça où, que j'avais l'impression que les Lakers étaient revenus. Peut-être là, mais c'était revenu à moins 12. Non. Mais les Warriors vont dominer, et ça va être dans la poche. Et le match 6 va être similaire, avec un gros travail de la part des Lakers, où ils vont dominer tout le match, jusqu'à vraiment prendre une grosse avance à la fin du quatrième quart. Voilà, c'était à presque plus 24 à la fin. Il y a un garbage time assez rapide, je crois. Voilà, à 4-5 minutes de la fin, garbage time. Gros match de LeBron James qui a été all-around, qui a fait tout ce qu'il fallait. Austin Reeves fait un énorme match aussi. D'Lo est aussi présent. Davis dans un registre un petit peu plus timide, mais en prenant beaucoup de rebonds et en étant très présent défensivement, on va faire le taf. Et les Lakers vont remporter cette série tout simplement. Et les Warriors n'auront toujours pas retrouvé la mire. Et c'est ça. Donc là, je vous ai fait un débrief match par match. C'est peut-être un peu chiant et long. Mais ce qu'il faut retenir en fait sur cette série, c'est que surtout, ce qui a fait la différence, c'est le fait que les Lakers ont réussi à ne pas tomber dans ce piège de pace et de comment dire, de small ball en fait des Warriors. C'est-à-dire que les Warriors ont réussi à piéger les Kings, mais les Kings n'étaient pas une défense. Comme les Lakers l'ont, et une défense affirmée et reconnue. Les Lakers, depuis la trade deadline, c'était la meilleure défense de la NBA, c'était le meilleur bilan de la NBA, et on le voit, ils arrivent à retenir les Warriors à moins de 110 points par match dans une NBA assez moderne, ou surtout avec une équipe qui est habituée à filocher de fou. C'est quand même assez impressionnant, et c'est une belle prouesse basketballistique, on va dire, de faire ça de la part des Lakers. Les Lakers n'auront pas été rocambolesques non plus offensivement, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit peu traître à expliquer, dans le sens où c'est des blowout sur blowout en fait. Les Lakers vont mettre 100 points, puis après ils vont en mettre 127, puis après ils vont en mettre 106, puis après ils vont en mettre 122, et les Warriors ça va être la même chose en fait. Donc en fait tu fais une moyenne et tu te retrouves à avoir
sensiblement les mêmes statistiques, mais au jeu de celui qui va mieux défendre et qui va plus scorer, ça a été les Lakers. Et je pense que les Warriors passent à côté de leur série parce que leurs cadres ne sont pas en rendez-vous. Je pense que Steph fait une très très belle série. Et l'overlay bug. Je pense que Steph fait une série monumentale, mais il a été un petit peu tout seul. Il a été bien accompagné, notamment par Jordan Poole dans le match 1, mais Jordan Poole va passer à côté de sa série. Il passe littéralement au travers. Et ça fait de la peine, mais voilà, quand tu vois des pourcentages comme ça, 34%, 25% à 3 points, c'est terrible. Il met à peine 10 points dans le match, dans la série. C'est pareil pour Klay Thompson, il fait 2 ou 3 gros matchs, peut-être 3 je dirais. Et encore, je crois qu'il fait que le match 1 et 2 où il a vraiment des gros pourcentages. Mais sinon, après, il va juste arroser à 3 points, ça va être affreux. Il a même un pourcentage au field goal qui est inférieur à celui de son pourcentage à 3 points. Méconnaissable, ça prend beaucoup de tirs, ça ne convertit pas beaucoup. Et on voit un Steph Curry qui est en dessous de ses standards, évidemment. Et globalement, les Warriors sont en dessous de leur standard à 3 points. Je veux dire, on a un meilleur pourcentage à 3 points que les Warriors. C'est pour vous dire. Donc ça, c'est assez incroyable. Et ça se voit au niveau de la shot chart, aussi je vous mets un peu en avancée. En rouge, c'est quand t'es bon. Alors, j'avoue, c'est un peu con. En rouge, c'est quand t'es bon. Et en bleu, c'est quand t'es affreux. On a vu qu'ils étaient très bons dans ces systèmes où, effectivement, on l'a vu, même LeBron James arrive à comprendre un système à la fin du match 4 des Warriors, où c'est beaucoup d'écrans qui vont se baser sur du stacking pour après libérer un shooter à 3 points ici, pendant que quelqu'un fake un drive et lui envoie. Et ça, ils ont toujours été très bons. La preuve, je veux dire, 50-43%, c'est impeccable. Mais quand il s'agit d'être adroit à distance, le nombre de tirs qui ont été pris, 91, 80 et 43, avec des pourcentages en dessous de la ligue, mais largement en dessous de la ligue. Quand t'es les Warriors et que ton jeu se base sur du 3 points, si ça rentre pas, tu vas pas gagner la série. Et globalement, si on doit retenir quelque chose de cette série, c'est que les Warriors ont voulu jouer dans leur registre et appuyer sur leur registre en essayant de jouer ultra small ball, vraiment shoot, première intention et tirer à gogo. Et on l'a vu, ils ont pris, comme je disais, 15 à 20 shoots de plus que les Lakers par match. Enfin, 10 à 15 shoots de plus que les Lakers par match. Et ça, c'est pas forcément soldé par une réussite. Et on le voit, ils ont un pourcentage inférieur à 3 points. Au field goal, c'est la même chose. Et on le voit globalement, les Lakers ont été meilleurs, même sur du shoot à mi-distance, et même sur du shoot sensiblement à 3 points. On voit qu'ils prennent beaucoup moins de tirs à 3 points que les Warriors. Et ils ont juste répondu présent dans la raquette, à différents niveaux de la raquette. Et puis ils ont été aussi très 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 avantagés par les lancers francs, mais c'est parce que c'est leur style de jeu. Et ça, on va y venir. Et puis voilà, les Lakers... bien accompagné par un bon bas court qui met 30 points par match en moyenne, et puis un banc relativement correct avec un très bon Dennis Schroeder sur la série, un bon Lonnie Walker qui arrive en ajustement surprise en mode Factor X, et des cadres toujours au rendez-vous, plutôt bon. Alors on le voit, LeBron James en termes de plus-minus, c'est pas le mieux, mais il a quand même fait le taf, et il a des très très bons pourcentages, et a apporté énormément sur cette série en termes de physique, mais il n'était pas à 100%, ça s'est vu, et on l'a vu dans le dernier match, quand il a envie de driver, quand il a envie de rentrer dans la raquette en tant que bélier, en tant que buffle, il le fait, il n'a aucun problème avec ça, et il a été absolument impeccable. Maintenant, la partie lancer franc, et je finirai sur ça. Oui, les Lakers ont eu beaucoup plus de lancers francs que les Warriors, c'est une certitude, c'est un fait, mais il faut le comprendre sur une chose, c'est sur ça. En fait, quand ton équipe prend à peu près 256 tirs à 3 points sur la série, et que l'équipe d'en face en prend 100 de moins, c'est normal que l'équipe en face prenne à peu près 100 tirs de plus que toi dans la raquette. Et encore, on le voit, les Warriors, là, 218 tirs contre 191. Sauf qu'après, les Lakers, ils ont plus tiré là, ils ont plus tiré là. Bref. Le jeu des Warriors n'a jamais été un jeu de drive. Steph Curry drive beaucoup. Comme je leur explique, c'est beaucoup d'écrans pour des cuts, des backdoors dans la raquette. Mais il n'y a pas d'intérieur réel qui va venir chercher une faute au contact comme peut le faire un LeBron James en utilisant son physique, en utilisant sa technique pour aller chercher une faute maligne sur un drive pour forcer le défenseur finalement à lui empêcher de faire un panier facile. Parce qu'il a un physique beaucoup plus dominant que 80% des joueurs dans la ligue. Et c'est pareil pour Anthony Davis. Quand tu n'as pas ce genre de profil intérieur qui sont des postes 4, 5, les deux, ils jouent 4 et 5, ils peuvent, automatiquement c'est plus dur. Et quand ton jeu se base sur des shoots à 3 points, faire une faute sur un shoot à 3 points, ça arrive, mais ça arrive peut-être 1 à 2 fois par match. Et faire un 4-point play ou avoir 3 lancers,
Quand tu sais que ton équipe en face, ton adversaire se base sur du shoot à 3 points, bah, tu vas essayer de contester les tirs, mais tu vas pas faire des fautes et des fautes et te mettre dans un foul trouble sur finalement un pourcentage de tir qui est 2 fois plus inférieur qu'un shoot dans la raquette. Parce que oui, en moyenne, un tir dans la raquette, notamment pris par Anthony Davis, que ce soit sur un drive, un pull-up, un lay-oop, etc., c'est 60% de réussite. Un tir à 3 points, en moyenne, c'est 32-35% de réussite dans la ligue. C'est 2 fois plus inférieur. Donc tu vas pas en fait gamble et parier sur la réussite de ton adversaire en disant je vais défendre comme une brute sur un shoot à 3 points. Tu contestes, tu mets la main sur le visage, tu es attentif et surtout quand tu sais que c'est les Warriors qui sont la meilleure équipe à 3 points de la NBA, tu as un scouting report, tu apprends, tu joues et tu switches sur les écrans pour contester des tirs. Mais tu vas pas contester des tirs trop généreusement, quitte à faire des fautes sur des gars qui en face te rendent 3 sur 3 et peuvent te mettre des 4-point play. Ça, c'est important de le comprendre. Par contre, les Warriors n'avaient pas de réponse face aux Lakers en matière de défense à l'intérieur. Kevin Looney est un très bon rebondeur, mais ce n'est pas un bon défenseur face à Anthony Davis. Draymond Green est un bon défenseur, mais physiquement, il se fait, j'allais dire outscale, je suis sur League of Legends, mais il se fait battre physiquement par un Anthony Davis, peut-être moins par un LeBron James, mais physiquement, euh, automatiquement, tu as plus de chances de faire des fautes sur des drives dans la raquette parce que c'est difficile de défendre sur un LeBron James ou un Anthony Davis, comme il est difficile de défendre sur un Stephen Curry dans un autre registre quand il drive dans la raquette. Et Stephen Curry a eu des lancers, mais il y a eu des fautes connes. Oui, il y a eu du flopping, même en tant que fan des Lakers, je l'ai vu et ça m'énerve beaucoup de voir des Anthony Davis et des LeBron James hurler dans la raquette et faire des ah ou lever les 2 bras quand tu fais un panier facile et que tu veux le N1 pour creuser l'écart. Oui, ça m'énerve et c'est pas le basket que j'apprécie. Surtout qu'en playoff, en général, ça joue plus dur. Ça a quand même joué dur. Les Lakers ont joué beaucoup plus physique que les Warriors, que ce soit défensivement ou même offensivement, parce que leur jeu se base sur envoyer du bois dans la raquette. Et ça se voit dans les statistiques, ça se voit dans le field goal, ça se voit sur le nombre de tirs pris à 3 points. Il y en a un qui a abusé de ça et qui n'a pas réussi à convertir parce qu'il n'y avait pas forcément de réponse à l'intérieur, parce que ça défend bien l'intérieur, parce que ça défendait bien sur demi-terrain du côté des Lakers, et que les Warriors se retrouvaient un petit peu contraints à forcer des systèmes qui des fois se faisaient lire par l'adversaire, que ce soit sur des écrans, etc. Puis les Warriors ont été quand même relativement sanctionnés sur les écrans illégaux, ce qui leur fait du bien, parce qu'ils ont quand même baser leur jeu beaucoup sur des écrans en mouvement, ce qui rend très difficile de défendre sur des joueurs qui vont curl autour d'un écran. Si tu as un mec en face qui te rentre dedans, hein, c'est sûr, après le tir il est facile. Donc les Warriors ont été vraiment sanctionnés sur ces écrans en mouvement, ces écrans illégaux. Et puis ils n'ont pas été à droit à 3 points parce que soit ils ont été bien contestés, soit ils n'étaient pas dans leur soirée, que ce soit Jordan Poole ou Klay Thompson. Et même dans leur série. Et les fautes qui ont été sifflées, oui, on a vu des grands écarts de plus 15, plus 20 lancers de différence entre chaque équipe, mais encore une fois, parce que les fautes, elles y étaient. Et il y a eu des contestations de la part de Steve Kerr, c'est vrai, il y a eu des fautes qui étaient bien trop généreuses données aux Lakers, parce que ils exagéraient, ils floppaient. Après ça, c'est un peu le basket et on le voit partout, et il y a des joueurs qui ont créé des moves comme James Harden qui a fait la chaise longue pendant des années pour forcer des fautes à 3 points. Je pense pas qu'on soit dans ce registre-là du côté Lakers. Il y a eu des fautes. Ça a joué un peu soft, très sincèrement. En tout cas, les arbitres ont vraiment été soft, je trouve, dans leur call en se disant ah là, il a touché son bras, faute. Bon, c'est un peu dommage des 2 côtés du terrain. Mais automatiquement, les Warriors ont fait plus de fautes avant et se sont mis plus rapidement dans un foul trouble et ont laissé les Lakers dans le bonus plus rapidement que les Lakers l'ont fait, et ils ont fait beaucoup plus de fautes. Et quand tu as le nombre de fautes globalement des 2 équipes, c'est la même chose. Je vais pas additionner, mais voilà, c'est sensiblement la même chose. Je pense qu'en moyenne sur la série, il faudrait que je regarde, parce que là, il n'y a pas de stats avancées, c'est un peu chiant. Et puis, on peut pas faire le total. Oh, c'est nul. Mais globalement, c'est similaire à 4-5 fautes près, c'est similaire. Mais parce que les Warriors n'ont pas trouvé de réponse à proprement parler sur Anthony Davis, qui, oui, tourne effectivement. Si je vais chercher un lancer franc tenté, il tourne à 6 lancers par match et LeBron tourne à 5. Et effectivement, en face, c'est 3 et 2. Enfin, 3 et 3, tout juste 3. Donc oui, il y a un déséquilibre, mais parce que c'est par rapport au jeu proposé. Et encore une fois, tu as plus de chances de faire des fautes sur la raquette en contestant un drive de LeBron James et d'Anthony Davis que sur un shoot à 3 points de Stephen Curry.
Et c'est ce qui a fait la différence, et ce qui a aussi fait que les Lakers étaient capables de mettre l'équipe adverse dans le foul trouble, être dans le bonus et convertir rapidement des 2 points. Et même sur une faute ou sur une offensive où tu n'arrives pas à mettre le panier, tu génères une faute et tu mets tes 2 points faciles. Voilà. Et je me suis gouré, je voulais pas faire ça. Playoff. Hop. Et du coup, on se retrouve avec cette série-là. Est-ce que je fais une petite preview ? Je vais faire sensiblement une petite preview. Je vais même mettre l'écran, parce que j'avais prévu l'écran magnifique. Paf. Denver Nuggets contre Los Angeles Lakers. Mon prono, je vais pas être pro Lakers, très sincèrement. Pour moi, sur cette série, je vois les Nuggets passer en 5 ou en 6. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien plus en rythme. Tout simplement. Que, j'en parlais, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup dormi sur la capacité de Nikola Jokic à éclater la raquette. Et je trouve que l'équipe des Nuggets est un peu plus en rythme. Ils ont fini premier de la saison régulière. Pour moi, ils avaient le vrai MVP. Je suis très sincère, moi j'ai toujours mis Jokic MVP cette saison. Mais ils avaient le real MVP dans leur franchise. Ils ont des cadres. Alors, je voulais pas faire ça. Mais ils ont des cadres juste dominants. Alors, attendez. Nickel. Je peux pas avoir les effectifs. C'est quoi ce truc ? Je vous braquette. Je comprends rien à la technologie. Bref, j'aimerais bien avoir l'effectif des franchises. Ça peut... Non ? On peut ou c'est que les petits ? C'est que les petits, visiblement. Putain, c'est terrible. J'ai 30 ans, ça me gonfle. Ça m'énerve, bref. On va retourner sur l'overlay, c'est pas grave. Mais globalement, sur cette série, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff en termes d'effectifs. On a un gros duo très régulier du côté des Lakers que sont Anthony Davis et LeBron James, qui sur cette campagne de playoff overall ont tous les deux à peu près 25 points par match. Et en face, et avec un bon supporting cast, notamment un bon backcourt, irrégulier, mais qui arrive toujours à marquer la trentaine par match en moyenne, en étant relativement crafty et en proposant un jeu, alors notamment dans le drive pour Austin Reeves, et à la fois à 3 points et à mi-distance, que ce soit avec D'Lo ou les deux, tout simplement. Une bonne défense globale, je pense, et ça c'est l'avantage des Lakers, je pense, c'est qu'ils ont une meilleure défense que les Nuggets, à mon humble avis. Avec un bon... Je pense qu'ils ont trouvé leur rotation de 8 joueurs, avec un Rui Hachimura en sortie de banc qui apporte un petit peu de hauteur. Un Dennis Schroeder toujours très malin, très vicieux, qui arrive... Désolé, j'ai des flatulences. Qui arrive à gratter des ballons, à faire des flotteurs, des pull-up jumpers à mi-distance. Et quand il est dans son match, il peut planter une vingtaine s'il a envie. Et puis maintenant, avec un Lonnie Walker qui peut-être va prendre ses responsabilités et ses minutes en sortie de banc. Et on sait qu'il est toujours capable d'ajouter un Wenyen Gabriel pour apporter un petit peu de hauteur, notamment dans une série face aux Nuggets. Même s'il est encore jeune et peu expérimenté, ça peut toujours être intéressant en sortie de banc pour faire respirer les cadres. Et il a toujours un petit peu de shoot avec Malik Beasley. Mais visiblement, il est vraiment sorti de la rotation. Côté Nuggets, on va regarder là, mais il y a quand même du beau monde. Globalement, on a un Nikola Jokic qui est incroyable. C'est une dominance énorme. Et puis, il a un très bon supporting cast. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a un Jamal Murray très bon, très juste. En dents de scie quand même, mais il arrive à marquer 24 points par match sur une série en 6 face aux Suns. Et puis, il a surtout un bon Aaron Gordon, un bon Bruce Brown et un bon KCP. Michael Porter Jr., je ne ferai jamais de louange sur ce joueur, je le trouve bien trop irrégulier. Même si là, il fait preuve quand même d'adresse et de régularité, tout simplement. Mais en fait, là, on se retrouve avec 6 joueurs qui sont menaçants et c'est globalement leur cadre. C'est leur groupe de 6 qui déroule bien. Et après, on se retrouve par contre avec un petit peu de fragilité sur les 2 joueurs qui suivent, notamment avec Jeff Green et Christian Braun. Christian Braun, c'est un jeune qui vient d'être drafté. Et on a vu un Reggie Jackson qui sortait vraiment, même un Ish Smith, etc., qui sont des bons joueurs, qui étaient vraiment là pour le garbage time. Donc leur rotation de 8 est trouvée également. Je la trouve un peu plus faible en sortie de banc, très sincèrement. Mais c'est mon avis. Mais voilà, très sincèrement, il y a un gros joueur pour moi, et puis après c'est un tout petit peu en dessous. Même si, voilà, statistiquement, je le répète, Jamal Murray, c'est super clean.
Mais bon, ça c'est sur la série. Eh bah, on va se faire driller, putain, parce que là-dedans, là, dans 48%, 52, 64, ils sont à droit partout, ces enculés. Ils loupent rien. Ah, un petit peu là, quand même. Faites voir. Ouais, c'est un peu moins dithyrambique. Mais quand même. Ok. Donc, je suis désolé, je me perds dans tout. Globalement, sur cette série, en fait, en fait, tout dépend de la capacité d'Anthony Davis à faire preuve de régularité et de maintenir Jokic. Je pense que défensivement, Jokic ne va pas être le profil qui va arrêter Anthony Davis. Il va apporter de la hauteur et de la contestation au rebond, notamment avec un Aaron Gordon qui va apporter du physique et de la verticalité. Notamment sur des coupes, on sait que c'est leur spécialité. Jokic, Aaron Gordon, Gordon peut faire un backdoor. Puis physiquement, c'est pas Gary Payton, donc s'il veut monter au dunk, il monte au dunk. Mais je pense qu'il va y avoir une belle bataille à l'intérieur. Pour l'instant, Jokic n'a pas affronté de vrai intérieur. Face aux Wolves, il n'a pas eu trop de problèmes parce que l'équipe n'était pas en rythme. Mais bon, on respect Rudy Gobert, mais il s'est toujours pris des drills par Nikola Jokic. Et puis DeAndre Ayton a été absent au dernier match. Et puis bon, DeAndre Ayton, il préfère jouer à Call of Duty que, je sais pas, mettre les crampons. Mais bref. Donc là, ça va être le vrai affrontement que Jokic va avoir à l'intérieur. Il est totalement capable de le survoler. Techniquement, alors physiquement non, mais techniquement, en termes d'expérience, de greatness, c'est un excellent joueur. Ça va être très intéressant, je pense que ça va se jouer là, et sur la capacité d'Anthony Davis d'être régulier, de hold Nikola Jokic ou de l'emmerder et le pousser physiquement dans ses retranchements, parce que le physique c'est pas l'avantage de Nikola Jokic, et sur la capacité aussi offensivement à convertir de la part de notre ami Anthony Davis. Sur les lignes extérieures, je pense qu'il faut voir ce que fait Jamal Murray. Jamal Murray est capable de planter des matchs à 40-50 points, et tout le respect que j'ai sur nos lignes arrière, je pense que, et ça va être Jaren Vanderbilt qui va se taper le boulot sur Jamal Murray. Parce que Austin Reeves, même si c'est un bon défenseur, D'Lo, j'en parle pas, c'est pas un défenseur hors pair, et même s'il a été relativement discipliné sur la série face aux Warriors, je le mettrais pas je le mettrais plus sur un Bruce Brown en contestation de tir et encore, mais ça va être intéressant, oui, effectivement, de voir les batailles au poste par poste et les réponses qui vont être proposées, parce que les Nuggets n'ont pas une défense ridicule, et ils ont surtout un bon supporting cast avec des gros shooters à 3 points comme MPJ, KCP ou Bruce Brown. Et ça, je pense que c'est à leur avantage. C'est ce qui fait qu'ils sont une équipe un petit peu plus complète. J'ai tendance à sous-estimer les Warriors. Ils ont battu les Grizzlies, ils ont battu les Warriors, qui sont deux grosses franchises. Et je pense qu'en termes de 3 points, ils avaient plus de fil à retordre et de menaces à avoir à gérer que ma phrase n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, les Warriors étaient plus compliqués à gérer en termes de 3 points que les Nuggets vont l'être. Mais les Nuggets sont un petit peu plus, comme j'ai dit, all-around. Ils sont à mi-distance, ils sont sur du drive, ils sont physiques. Aaron Gordon peut apporter vraiment de la verticalité, du physique à l'attaque au cercle. Je pense que Davis va avoir vraiment un Jokic à gérer tout le match, donc il va y avoir une match-up à l'intérieur qui va être très intéressante, et il ne pourra pas plus aider que ça sur les lignes extérieures comme il l'a fait que ce soit face aux Grizzlies ou face aux Warriors. Et LeBron, je pense, va devoir se coltiner effectivement un Aaron Gordon, à voir les ajustements que va faire Darvin Ham, mais j'ai peur qu'il mette Vanderbilt sur Aaron Gordon et LeBron sur MPJ, et qu'il laisse Austin Reeves sur un Jamal Murray. Austin Reeves est un très bon défenseur, mais je pense qu'il ne peut pas tenir une série face à Jamal Murray. À voir quel Jamal Murray on va avoir. Pour moi, le facteur X du côté des Nuggets, ça va être Jamal Murray, très sincèrement. Si lui fait un match où il met 30 points par match et qu'il abuse de nos lignes arrière, c'est perdu. Si on arrive à le défendre, moi j'aurais plus tendance à mettre Jared Vanderbilt sur Jamal Murray et mettre... Le problème, c'est qu'MPJ il est grand. MPJ il fait 2m06. Et je pense que c'est là où ça va pêcher, c'est que probablement que LeBron va être sur MPJ et Austin Reeves sur Jamal Murray, et que D'Angelo Russell va défendre sur Bruce Brown. C'est possible, parce que tu peux pas faire défendre Austin Reeves ou D'Angelo Russell sur MPJ. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais il peut y avoir un ajustement où effectivement il fait sortir... je sais pas, il met Vanderbilt sur Jamal Murray et il fait sortir un joueur pour mettre par exemple Rui Hachimura ou un Troy Brown qui peut rentrer dans la série et qui est un bon défenseur, même s'il fait beaucoup d'erreurs, il est capable d'apporter cet aspect 3&D tout simplement. Donc ça va être une bataille de coach. Je pense que c'est à l'avantage de Mike Malone parce qu'il connaît plus son effectif, ça fait des années que ça déroule, qu'ils ont fait des ajustements par-ci par-là, mais que globalement l'équipe se connaît et qu'ils peuvent vraiment juste atomiser les Lakers, très sincèrement. Après, là, on a un avantage, effectivement, c'est que Rui Hachimura en sortie de banc ne va pas avoir trop de soucis en termes défensifs. Et je pense qu'il peut s'amuser au poste
Tout le respect que j'ai pour Christian Brown, hein. Mais je pense qu'il peut s'amuser au poste et même à 3 points comme il l'a fait face aux Grizzlies. Je pense que Dennis Schroeder aussi peut avoir vraiment un apport très très intéressant. Je pense que les Lakers, ça va se jouer sur le banc, sur la capacité en sortie de banc à planter 30 points. Voilà. Que Lonnie Walker, Dennis Schroeder et Rui Hachimura soient dans leur match et plantent des 3 points et apportent vraiment de la menace et pas de répit sur une sortie de banc. Là où je trouve les Nuggets un petit peu plus dans le dur, même si voilà, il y a un KCP qui va apporter cet aspect 3&D aussi. Euh, j'ai oublié, il y a Christian Brown et Jeff Green, mais j'ai l'impression que c'est un peu en deçà, c'est mon avis. Euh, si je dois pronostiquer, je pense que les Lakers vont... Si les Lakers gagnent, c'est parce qu'ils ont fait une défense impeccable et que Jokic n'a pas réussi à rentrer dans son... Enfin, Jokic va rentrer dans son match de toute façon, AD ou pas, il sera toujours là pour planter un triple-double. Je pense que ça va dépendre de la capacité à nos lignes arrière à contenir les leurs et à nos cadres, c'est-à-dire Davis et LeBron, d'être à 30 points par match respectivement. Moi, je pronostique la série globalement en faveur des Nuggets. J'avais dit en 5 au tout début parce que je me suis dit en fait ça déroule de fou. Mais encore une fois, je pense que je sous-estime peut-être un petit peu la capacité de Davis à emmerder Jokic. Je mets les Nuggets en 6, très sincèrement, avec globalement, si on doit prendre le récapitulatif des matchs. Je pense que le Game 1 va être gagné par les Lakers. En mode gros coup de fusil sur la planète basket, en mode waouh, putain, en fait les Lakers ils ont pété les Nuggets. Le Game 2 va être pris par les Nuggets, le Game 3 va être pris par les Nuggets, le Game 4 va être pris par les Lakers, 2-2 dans la série. Et je pense que ils vont gagner en 5 et ils vont finir chez nous. Je pense qu'ils vont finir chez nous avec un gros Nikola Jokic et un bon Jamal Murray, je pense. Je pense que le match 1 va être très serré, on va le gagner au seul et on va se dire putain les Lakers sont incroyables et qu'après genre game 2, 3 ils nous mettent une drill où genre on respire pas, le game 4 on se rattrape et on met une drill, genre un blowout et après le game 5 serré ils le gagnent au seul et game 6 ils le gagnent en blowout quoi. Enfin je le vois comme ça. Mais encore une fois, les Lakers sont capables de gagner. Je pense que si les Lakers gagnent face aux Nuggets et qu'ils vont en finale, à voir qui va gagner ce soir face aux Sixers, enfin qui va, oh là là, dis donc c'est l'AVC. Qui va gagner entre les Sixers et les Celtics? Parce que globalement le vainqueur va aller là, hein. Mais si les Lakers gagnent face aux Nuggets, je pense qu'ils gagnent en 7. Quoi. C'est gagne en 7 à l'extérieur dans une série absolument incroyable. Mais je vois pas. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de réponses ou de. J'ai l'impression maintenant de vraiment overrated, de surcoter les Nuggets parce qu'ils ont éclaté les Suns. Et encore une fois, c'était un jardin d'enfants pour Nikola Jokic dans la raquette. Donc je me dis, est-ce que là, ça va être pas le premier gros affrontement et qu'il peut peut-être se casser les dents? On l'a pas vu, on l'a déjà vu un tout petit peu de choc, mais je sais pas. À voir. Mon pronostic pour moi va être les Nuggets quand même en finale. Et les Nuggets, je pense, peuvent être champions cette année, très sincèrement. Et ici, je vois les Sixers, je l'ai dit, je sais que Enzo voit les Celtics, mais je vois les Sixers prendre un gros match avec un choc des Celtics sur la fin. Et Sixers Nuggets, bataille des pivots, et je pense que les Nuggets gagneront en 5. Voilà. Je vous remets, hop, le gros tableau, paf pif, enfin la miniature, terrible. J'ai beaucoup parlé, 53 minutes, putain. J'espère que ça aurait été intéressant parce que j'ai quand même beaucoup palabré au tout début en faisant l'historique des matchs de la part des Lakers. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de prendre de la cortisol pour mourir vite. Voilà, allez, des bisous.